La cité du labyrinthe est un lieu qui offre de vastes possibilités et des aventures palpitantes, et c'est là que vit un aventurier du nom de Nick. Le rêve ultime de Nick est d'amener son groupe, les Maîtres de Guerre, à devenir un groupe de rang A. Malheureusement, le destin prend une tournure inattendue lorsqu'il est expulsé sans ménagement du groupe et jeté à la rue. Malheureusement, le destin prend une tournure inattendue lorsqu'il est expulsé sans ménagement du groupe et largué par sa petite amie. Lorsqu'il demande des explications, Argus, le chef du parti, l'accuse de ne pas avoir l'état d'esprit d'un véritable aventurier et lui dit qu'il n'est pas fait pour ce travail. Déprimé et sans repère, Nick erre dans la ville sous une pluie battante et se fait aborder par une idole nommée Agathe. Elle a pitié de lui et lui offre un billet pour son prochain spectacle. Nick s'y rend et devient dès lors un otaku de l'idole, dépensant tout son argent en produits dérivés. Le nouveau style de vie de Nick n'est pas gratuit, il retourne donc à l'aventure pour joindre les deux bouts, mais il ne réussit pas à trouver une nouvelle fête. Quelques instants plus tard, 3 individus déprimés, un mage, un clerc et un dragonien, s'assoient à sa table, chacun ayant l'air de croire que sa foi en l'humanité a été brisée. Étrangers les uns aux autres, ils boivent tous et, à l'unisson, claquent leur chope vide en criant leur méfiance à l'égard des gens. Ils racontent ensuite les histoires de trahison qui les ont menés à leur situation actuelle. La mage, Tiana, était autrefois l'une des meilleures étudiantes d'une prestigieuse académie de magie. En raison de ses capacités magiques exceptionnelles, elle a fait l'objet de rumeurs malveillantes de la part de camarades de classe jaloux. Même son fiancé, Alex, a cru à ces rumeurs et a accusé Tiana d'avoir brutalisé une camarade de classe nommée Lynn. Malgré les protestations d'innocence de Tiana, Alex mit fin à leur fiançailles et Tiana quitta l'académie. Désireuse de gagner de l'argent, Tiana a essayé de trouver du travail dans divers magasins et autres établissements, mais tous l'ont refusé. Dans un moment de désespoir, Tiana a joué tout son argent sur une course de dragons et a gagné gros. Pleine de confiance, elle a continué à jouer, jusqu'à ce qu'elle perde tout. En manque d'argent, elle décida de devenir aventurière, mais son apparence féroce effraya les membres potentiels du groupe, et c'est ainsi qu'elle se retrouve aujourd'hui. Zem, le clerc, était un membre respecté du clergé dans une ville qui vénérait le dieu de l'inspiration divine, Medler. Connu sous le nom de Père Zem par les habitants de la ville, il les soignait et avait ce qu'il pensait être un lien profond avec eux. L'une des habitantes de la ville, une jeune fille nommée Meryl, éprouvait de forts sentiments pour Zem. Un jour, elle lui avoue ses sentiments, mais comme elle est très jeune et qu'il est un fervent adepte de la foi, Zem ne peut pas lui rendre l'appareil. Se sentant rejetée, Meryl, frustrée, l'accuse de l'avoir touché de manière inappropriée en échange d'argent. Zem perd alors sa prêtrise et sa foi en l'humanité. Exilé de la ville, il voyagea sans but, jusqu'à ce qu'il arrive dans une auberge. Là, il rencontra une femme, l'aubergiste, qui souffrait visiblement de maux de dos. Voyant qu'elle avait besoin d'aide, Zem lui proposa de la soigner en échange d'une place pour dormir avec elle. Le lendemain matin, la femme remercie Zem et lui propose de devenir aventurier, en lui donnant du matériel laissé par un ancien client de l'auberge. Curran, le dragonnier, est à moitié dans le dos, à peine capable de formuler une phrase. Et nous connaissons déjà l'histoire de Nick par ici. Le lendemain matin, Nick se retrouve dans la chambre de Tiana avec les 3 autres. Alors que les 4 commencent maladroitement à se séparer, une révélation traverse le brouillard cérébral de la gueule de bois de Nick, et il suggère qu'ils forment un parti et deviennent officiellement des aventuriers. Plus tard, probablement pas le même jour, à moins qu'ils aient des remèdes extraordinaires contre la gueule de bois à Labyrinth City, les 4 aventuriers ont officiellement formé leur groupe et se sont nommés les survivants en se basant sur leurs histoires individuelles. Nick, qui semble avoir assumé le rôle de chef d'équipe, établit les 3 lois qui guideront leur groupe. La première loi est qu'aucun membre du groupe ne doit interférer avec les hobbies des autres. La deuxième loi, c'est d'éviter les dépenses excessives. Et la troisième loi est de toujours revenir en vie. Les autres membres du parti s'inquiètent de son leadership. Zem affirme que la façon dont Nick propose de gérer l'argent du parti pourrait ne profiter qu'à lui seul. Tiana exprime également sa méfiance. Et Curran semble prêt à voler purement et simplement le parti. Malgré leur méfiance mutuelle, les survivants comprennent qu'ils doivent à la fois douter et compter les uns sur les autres pour fonctionner comme une équipe. En tant qu'aventuriers de rangée, les survivants se lancent dans leur première aventure dans un labyrinthe, une structure aztèque ressemblant à un temple qui sert d'aqueduc. Nick ayant plus d'expérience que les autres, il guide le groupe dans le labyrinthe et leur enseigne les subtilités de l'aventure. En explorant le labyrinthe, le groupe rencontre des limaces, dont l'une embarrasse Tiana et la fait glisser et tomber. Frustrée,
Tiana lance maladroitement un sort de glace dans la direction de Curran. Curran se défend rapidement et bloque les éclats de glace avec sa grande épée. Blessée et trahie, elle crie à Tiana, doutant de ses intentions. Tiana tente de se défendre, mais ne fait que s'enfoncer davantage. Les deux perdent le peu de confiance qu'ils avaient l'un envers l'autre, et Nick doit servir de médiateur. Après avoir vaincu le boss du labyrinthe, une bave géante, le groupe se nettoie à une chute d'eau voisine et Nick souligne les failles de leur première expédition. Compte tenu de la méfiance qui règne au sein du groupe, Nick choisit de révéler son armement et ses capacités, et par conséquent ses faiblesses, afin d'établir une relation avec les membres de son équipe. Bien qu'il ait montré et dit aux membres du groupe de quoi il était capable, il ne s'attend pas à ce qu'ils fassent de même immédiatement. Nick veut que son équipe décide de ce qu'elle attend du groupe et fasse ses propres choix en cours de route. Prenant le conseil de Nick à cœur, les membres du groupe se révèlent mutuellement leurs forces et leurs faiblesses, et Tiana s'excuse officiellement auprès de Curran, ce qui contribue à dissiper la méfiance persistante. Après avoir fait le ménage, les survivants entreprennent de nettoyer un campement de gobelins. En utilisant chacune de leurs compétences, les membres du groupe éliminent rapidement les gobelins qui se trouvent sur leur chemin. Tiana découvre un gobelin doté d'importantes capacités magiques grâce à son sort de détection de la magie. Nick en déduit que le gobelin est en fait un ogre, un ennemi dangereux. Malgré les risques, les survivants décident d'affronter l'ogre. D'un coup décisif, Curran tranche l'ogre en deux, ce qui permet au groupe d'empocher une énorme prime. En arrachant la corne d'un gobelin mort, Nick perd pied, tombe contre Karine et brise son pendentif. Dans le passé, Karine regarde un pendentif sur un petit étal de marché et admire sa qualité et sa fabrication. Le commerçant l'informe que le pendentif coûte 20 000 dinars, ce qu'elle ne peut pas se permettre. Elle le lui rend, mais il remarque une petite égratignure, la traite de maladroite et exige qu'elle l'achète. Par chance, Callius, le coéquipier de Curran, vient à sa rescousse. Il inspecte le pendentif et demande à Curran de l'égratigner. Son ongle/talon fait une entaille importante dans le pendentif, et c'est la plus petite qu'elle ait pu faire. Le commerçant se rend compte que son escroquerie a été découverte et, effrayé par ce qui pourrait s'ensuivre, laisse partir le vrai pendentif, intact. Le lendemain matin, Curran et Kallio se préparent à faire une incursion dans un labyrinthe. Kallio lui conseille de laisser ses affaires derrière elle, ce qu'elle fait à contre-séure. Avec leur groupe, ils entrent dans le labyrinthe, où ils trouvent un pot contenant un serpent. Pour engager le combat, Curran s'élance, attirant l'attention du serpent. Kallio lui ordonne de l'occuper et ils passeront à l'attaque. Alors que le combat progresse, le serpent coince Curran et libère son venin magique et lumineux. Elle appelle à l'aide, mais personne ne lui vient en aide et elle s'effondre. Lorsque Kallio arrive enfin, il explique les effets mortels du poison et l'état d'affaiblissement du serpent après l'avoir utilisé. Il vainc le monstre, récupère ses matériaux et laisse Curran mourir. Curran, pas morte mais pas en pleine forme, se traîne péniblement jusqu'à l'auberge où elle a laissé ses affaires et découvre que Kallio l'a déclarée morte et lui a volé tout ce qu'elle possédait, y compris le joyau du roi dragon. Furieuse et vengeresse, elle sort le pendentif et manque de le briser, mais s'arrête à la dernière seconde. Déterminée à récupérer le bijou, Curran se met à chercher Kallio partout. Elle finit par remarquer un homme qui mange seul dans un restaurant, Fifes, le mangeur solitaire. Curran admire la force de Fif en tant qu'aventurier solitaire et, comme il a pris l'habitude de manger de la bonne nourriture, elle décide de le suivre et de commander tout ce qu'il commande. Fif comprend son enthousiasme et commence à monologuer à haute voix sur les spécialités de la maison et passe ses commandes d'une voix suffisamment forte pour qu'elle l'entende. Mais comme cela devait arriver, Curran se retrouve à court d'argent et doit retourner à l'aventure, ce qui l'a conduite à la taverne cette nuit fatidique où elle a rencontré les survivants. Nick, qui se sent coupable pour le pendentif, se trouve dans un magasin de bibelots pour essayer de trouver un pendentif qui ressemble à celui qu'il est responsable d'avoir cassé. Il n'y parvient pas. Agathe, qui passe par là, fait remarquer à Nick que ses actions sont égoïstes. Suivant le conseil d'Agathe, Nick trouve Curran à un stand de nourriture, où elle se régale de happy-gnaki. Elle est de bonne humeur et lui propose d'y goûter. Il décide que c'est le bon moment pour parler du pendentif, mais avant qu'il ne puisse parler, elle lui assure qu'elle s'en fiche. En fait, elle est mieux sans lui. Agathe avait raison. Plus tard, à la taverne, les membres du groupe se prélassent dans la gloire de leurs exploits, tandis que d'autres aventuriers les félicitent pour leur progrès. Cependant, ils sont interrompus par le réceptionniste de la guilde qui demande à discuter. Le maître de la guilde veut que les survivants récupèrent pour elle une lame sacrée, l'épée des liens.
Fidèle à sa nature méfiante, Nick obtient, par écrit, l'engagement de payer une somme minimale quel que soit l'état de l'épée, ainsi que toutes les informations que le maître de la guilde possède sur le labyrinthe, la disposition, les monstres, les zones déjà fouillées, etc. Le lendemain, le groupe entre dans le labyrinthe entièrement équipé et prêt à affronter tous les obstacles. Les créatures qu'ils rencontrent semblent être artificielles et ne présenter aucun signe de vie. Ils progressent dans les couloirs qui ressemblent à un labyrinthe et arrivent finalement au niveau B12. Nick remarque une lampe verte dans le coin d'une impasse. Il y a quelque chose de bizarre. Les informations du maître de la guilde indiquent que la lampe est rouge. Il s'en approche et une porte cachée s'ouvre. Le groupe découvre une pièce remplie de rangées de vitrines et un objet rougeoyant au milieu. Nick est persuadé que l'objet rougeoyant au milieu est ce qu'il recherche. Alors qu'il s'approche, les lumières de la pièce s'allument et une voix retentit, les félicitant d'avoir réussi à le découvrir lui. L'épée, qui semble cassée ou du moins incomplète. L'épée le rassure qu'elle est parfaitement intacte. En fait, il est le meilleur produit de l'armurerie magique de Tyranne. Le groupe est d'abord sceptique, mais s'il s'agit bien de l'épée des liens, c'est ce qu'ils sont payés pour récupérer. Ils la prennent donc. Alors qu'il ramasse l'épée, un fort grondement signale le réveil de son gardien, un blob amorphe avec un noyau orange vif dans la tête. Tiana est la première à agir, lançant des pics de glace, et Karen se précipite pour un assaut plus direct. Mais le blob repousse les pics de glace, ce qui élimine Karen de l'équation. Zam se met au travail pour la soigner, et Nick intervient avec l'épée des liens, mais ne semble pas pouvoir infliger de dégâts durables au monstre. Il demande à ses compagnons de s'échapper, mais ils ne parviennent pas à franchir la porte en acier. L'épée des liens demande à Nick de l'utiliser. Concentrez-vous sur Curant et criez le mot Union. Nick suit les instructions, mais rien ne se passe. Un échec catastrophique que même l'épée ne comprend pas. Le monstre projette Nick à l'autre bout de la pièce, à travers les vitrines et dans un trou béant dans le sol. C'est par là que le monstre est arrivé? Alors que son but est de garder cette pièce. Qui a conçu cela? Les lanceurs de sorts demandent à Kuren de s'occuper de Nick pendant qu'il s'occupe du monstre. Tiana fige le monstre sur place, mais il parvient à se libérer et poursuit son attaque. Dans une tentative désespérée, Zem renforce la magie de Tiana, ce qui lui permet de lancer une puissante série de sorts, mais cela ne suffit toujours pas à mettre le monstre hors d'état de nuire. Kuren trouve Nick coincé sous les débris au fond du trou et commence à l'extraire, malgré l'insistance de Nick à le laisser et à trouver un moyen de s'échapper. Conformément au code des survivants, Nick s'excuse d'avoir brisé le pendentif de Curant, mais Curant lui assure à nouveau que cela n'a pas d'importance et retire le dernier débris. Nick se lève, l'épée brille et ils essaient de libérer l'Union. Nick se lève, l'épée brille et ils tentent à nouveau l'Union. Pendant ce temps, au sommet, les lanceurs de sorts se battent désespérément pour leur vie, mais le mana de Tiana est presque épuisé. Alors qu'ils s'accrochent l'un à l'autre dans les derniers instants, un être mystérieux arrive pour les sauver. Ils retournent à la guilde avec l'épée en leur possession, et mènent l'inspection des artefacts au maître de la guilde. Elle accepte l'état et l'authenticité de l'épée, mais se méfie d'un garçon qui se cache dans l'arrière-plan. Le garçon se présente sous le nom de Kizuna, qui signifie lien en japonais, ce qui fait sursauter le groupe. Heureusement, le maître de la guilde n'en fait pas grand cas et leur souhaite bonne chance. Au moment de partir, le groupe accueille Kizuna, qui est l'épée des liens, et lui présente la culture des survivants, ce qu'il trouve un peu étrange. Tandis que les autres membres du groupe partent vaquer à leurs occupations, Tiana invite Kizuna aux courses de chevaux. Les survivants se retrouvent tous à la taverne, et Kizuna montre son nouvel équipement. Nick distribue une série d'objets à l'équipe, une caisse, une clé et un boulier, tous magiques d'une manière ou d'une autre bien sûr, puis il révèle la somme d'argent qu'ils possèdent. Ils sont tous prêts à retourner sur le terrain et à gagner plus d'argent. Ce soir-là, et peut-être la plupart des soirs, ils se remémorent chacun leur passé et les choses qui ont mal tourné pour eux et qui ont changé leur vie. Tiana en particulier, avec la façon dont elle a ruiné la carrière d'une autre personne juste à cause d'une rumeur scandaleuse à l'académie. Bien que ce ne soit pas de sa faute, elle ne peut s'empêcher de se sentir coupable d'avoir mis fin à la carrière de son mentor, même s'il ne lui en veut pas. Tous veulent revenir à un passé qu'ils ne peuvent pas retrouver, quand tout semblait aller pour le mieux. Tous sauf Kizuna, bien sûr, qui a été enfermé pendant très longtemps. Le lendemain, ils s'aventurent dans un labyrinthe glacé, où ils trouvent un ogre, chien, en plein milieu. Par télépathie, ils s'interrogent sur la renaissance de l'ogre qu'ils ont déjà tué. Nick et Tiana expliquent que lorsque les miasmes s'épaississent,
les monstres renaissent et les labyrinthes se remplissent à nouveau, créant un cycle sans fin. Après avoir suffisamment bavardé, Kizuna entre en action et se précipite sur l'ogre en solo. Il sort son épée et dévie chaque coup de l'ogre avec facilité. Pour le coup de grâce, il crée un clone de lui-même et frappe l'ogre de deux côtés. L'ogre tombe et les survivants récupèrent leur butin. Bien qu'il soit resté assis à regarder, Nick se sent un peu fatigué. Kizuna explique alors qu'il a utilisé l'endurance et le mana de Nick pour se battre. Nick répond à Kizuna qu'il n'a pas l'intention de réutiliser l'union de sitôt. C'est épuisant. Zem et Tiana s'adonnent à leur loisir, tandis que Kern, Nick et Kizuna vont chercher de la nourriture. À la grande consternation de Nick, ils arrivent au café où Claudine l'a jeté, et n'ayant pas réussi à les prévenir à temps, Nick n'a pas d'autre choix que de les suivre. Alors qu'il mange, Nick entend une voix familière. Là, à un stand, il aperçoit Claudine avec un garçon, en plein rendez-vous. Le garçon lui offre un cadeau, manifestement quelque chose d'élégant et de coûteux, et elle tressaille d'excitation. Claudine se lance alors dans une histoire triste qui se termine par le fait qu'elle a désespérément besoin d'argent. Le garçon est presque d'accord pour payer ses dépenses, mais Nick s'insère doucement dans la conversation et appelle Claudine sur son jeu. Le garçon est sauvé de l'escroquerie et Claudine s'en va en claquant la porte, vaincue. Plus tard, à la taverne, les survivants planifient leur prochaine aventure, quand soudain une chope de bière, d'ale, de viande, ou de n'importe quoi d'autre concert à Labyrinth City, est versée sur la tête de Nick. Nick prend la chose avec le calme et la concentration d'un moine bouddhiste, et insinue avec désinvolture que Claudine organise également une partie sur les Tigres de Fer, son groupe actuel. Léon, le chef des Tigres de Fer, invite Nick à s'occuper de cela à l'extérieur, et Nick se prépare à un duel. Mais au lieu de se battre, Léon s'excuse auprès de Nick, pour Claudine, et tente de convaincre Nick d'unir ses forces. Léon pense que Nick est en train d'escroquer ses coéquipiers de façon magistrale. Nick rit de cette révélation du genre de personne ou de tigre qu'est Léon et décide que la seule chose à faire est de lui donner un coup de poing en pleine mâchoire. Bien plus facilement que prévu, Nick met Léon au sol, mais Beck, l'autre membre des Iron Tigers, le fait tomber et Karen l'emporte sur ses pieds. L'agitation attire l'attention du maître de la guilde, Vilma, qui met un terme à leur bagarre de rue, tout en soulignant qu'il existe des moyens acceptables de régler les différends. Léon défie alors les survivants dans un combat à main nue mathématique. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour plus de vidéos de ce type.